Un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui, d'avoir en fait une conversation avec vous au sujet d'un sujet qui me passionne. Et d'ailleurs, c'était tout à fait imprévu ce qui s'est passé depuis un an, l'intérêt qu'a suscité le mot-clic Ferme 365. L'un des grands messages, une des leçons que j'en tire depuis un an, c'est que les consommateurs sont sincèrement intéressés à savoir d'où vient leur nourriture, à quoi ressemble une ferme de 2015. Et nous, comme industrie, comme agriculteurs, nous avons un rôle essentiel à jouer pour communiquer ce message et pour dialoguer en fait avec le consommateur. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de prendre une minute, quelques minutes dans votre horaire si occupé. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans la boîte à questions qui apparaît à l'écran et nous allons y répondre à la fin de l'exposé. Bon, maintenant, pour moi, là, le travail de plaidoyer, bon, j'ai une formation en communication, j'ai grandi sur une ferme laitière et céréalière où ma femme et moi on est en train de prendre la relève de mes parents. Et après un temps passé à travailler comme journaliste, je me suis rendu compte que mes amis et les consommateurs s'intéressaient à ce qui arrive dans les exploitations agricoles et ne savaient pas trop vers quoi se tourner pour obtenir l'information. Et c'est ça le grand défi, hein, c'est qu'il n'y a pas de pont entre nos deux mondes. Et s'il y a un pont, ben c'est Google. Et quand on fait une recherche sur Google, on sait que des fois on obtient l'information qu'on cherche, mais pas toujours, hein. Et quand on commence à chercher d'informations au sujet de l'agriculture, surtout au sujet de la technologie, du bien-être animal, eh bien, on a beaucoup de retard à rattraper parce que quand on fait des recherches, les 10 premières réponses sur la première page de réponse Google, parce que c'est toujours la même chose, hein, si c'est pas sur la première page, c'est comme si on n'existait pas, hein, parce que les gens ne vont pas voir la page 2, à la page 3 ou à la page 4. Donc, quand les gens font une recherche en partant d'un intérêt sincère, ils trouvent de l'information qui n'est pas très favorable à l'industrie. Souvent, ce n'est même pas vrai. C'est de l'information produite par des gens qui sont déterminés à changer l'image de l'agriculture. Et en agriculture et en alimentation, eh bien, la situation est pourtant très encourageante. Bon, c'est complexe le système et il y a des défis démographiques, l'étalement urbain et tout ça. Mais quand même, ce qui se passe chez nous, c'est très constructif. Donc, quand je parle de plaidoyer, moi ce que je veux dire, c'est que comme industrie, il faut être présent dans les débats sur Internet parce que quand les gens cherchent de l'information, ils vont aller sur Internet, ils vont utiliser Google, les médias sociaux. Et si nous, on n'est pas là, en train de présenter notre côté de la médaille, eh bien, pour le consommateur, ce côté de la médaille-là n'existe pas. Et nous n'avons pas les moyens de permettre ça. Et là, c'est pour ça que je me suis intéressé depuis quelques années à présenter par exemple ici des photos là, de ce qui se passe chez moi. Parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir prendre des photos là, au cours de ma journée et de montrer ce qui se passe chez moi à tout le monde. En tout cas, c'est une espèce de hobby pour moi. Et après ça, je me suis dit, tout le monde peut se poser la question, quels sont vos hobbies, quels sont vos intérêts, comment vous pouvez les utiliser pour diffuser un bon message au sujet de l'agriculture. Sur l'Internet ou dans les médias, on y reviendra. Mais dans le cadre de cet échange, de l'exposé d'aujourd'hui, j'aimerais que vous vous demandiez ce que vous pouvez faire pour
aider l'agriculture. L'un des défis que je voulais relever, moi, là, je me demandais, est-ce que je peux m'engager davantage? Bon, je diffusais 1 ou 2 photos par semaine, et est-ce que je pouvais faire quelque chose de plus régulier? Et bon, il y a une chose aussi que, bon, vous savez par cœur, en 2014, Sarah a décidé, dans le sud de l'Alberta, de prendre une photo chaque jour de ses 2 petits garçons qui grandissaient, de son mari, de son exploitation, tout ça. Et ça s'est très bien ressorti parce que ce blog de maman qu'elle a créé lui a permis d'avoir des échanges avec d'autres mamans au sujet de l'éducation des enfants, des hauts et des bas de la vie d'une maman. Alors, quand j'ai vu qu'elle prenait ces photos-là au cours de 2014, alors que moi j'essayais de me trouver un défi pour 2015, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée. Est-ce que moi je pourrais prendre une photo chaque jour en 2015 en me concentrant sur ce que nous on fait, bon, dans l'exploitation évidemment, mais aussi comme agriculteur, comme producteur primaire, bon, au sujet du reste de notre vie, pour aller chez un fournisseur d'intrants, une réunion de producteurs, mais bon, surtout, c'était de montrer à quoi ça ressemble travailler sur une ferme tous les jours. Entre Noël et Jour de l'an 2014, il y a un an donc, j'ai envoyé un tweet disant bon, voilà le défi que je me donne. Je vais utiliser le mot-clé Farm 365 pour montrer ce qui se passe chez nous toute l'année, là, au fil de l'année. Et pour laisser les gens qui me suivaient à l'époque, j'allais me lancer là-dedans. Et à ma grande surprise, les médias en ont entendu parler très rapidement. Je crois que c'est 3 ou 4 heures après ce premier gazouillis, j'ai reçu un appel du poste local de la CBC qui voulait faire une petite entrevue, bon, pour le jour de l'an, pour savoir pourquoi je faisais ça. Je les connaissais déjà, donc je me suis dit, bon, c'est une bonne idée, mais très vite, l'histoire a circulé, je me suis rendu jusqu'à au réseau national, et ensuite d'autres médias m'ont appelé, la CTV, le London Free Press, le quotidien ici, qui est venu il a publié un article en première page. Moi, c'était renversant pour moi de découvrir que non seulement mais les gens qui me suivent sur Twitter s'intéressaient à mon défi, mais la population en général aussi. Et une fois que la nouvelle est sortie, je me suis retrouvé, avant j'avais 6 ou 7 000 participants, et du jour au lendemain, je suis monté à 12 000, je crois. C'était renversant pour moi de découvrir que les consommateurs, comme je l'espérais et comme je le souhaitais, les consommateurs étaient vraiment intéressés à ce qui se passait dans les exploitations agricoles. Et donc, ça m'a beaucoup encouragé. Je me suis dit, ce message de plaidoyer là qu'on essaie de faire dans toute l'industrie, ça peut vraiment avoir des conséquences favorables. Mais évidemment, tout d'un coup, je me sentais un peu surveillé et le défi est devenu vraiment quelque chose de très sérieux et qu'il allait falloir que je sois à la hauteur. Alors, bon, en vous expliquant un peu mon histoire, je vais prendre quelques pauses là pour vous parler des leçons que j'ai tirées de cette démarche et aussi de mon expérience avant, soit dans le domaine des médias ou ailleurs. Parce que traiter avec les médias, comme industrie, nous, on essaie des fois de le faire. Il y a des gens qui veulent en profiter aussi. Alors voilà quelques points à retenir, je trouve, dans les relations avec les médias. Surtout quand on est nouveau, là,
Il faut absolument garder ça à l'esprit. La première chose, c'est que très souvent, bon, il y a un journaliste qui vous appelle et ensuite vous n'allez plus jamais en entendre parler. Ça arrive, mais beaucoup plus souvent, et en tout cas, moi c'est ça que j'ai appris là, en tant que journaliste aussi bien qu'en tant que sujet de l'article, c'est vraiment une relation réciproque. Bon, vous êtes peut-être le porte-parole de l'agriculture. Hein. Quand on parle de relations, une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est donnant-donnant. Moi, j'ai vu beaucoup de nouvelles intéressantes qui est sorti au sujet du mot-clic Farm 365. Et ensuite, les journalistes m'ont appelé pour parler de sujets un peu plus délicats, le commerce international, les soins aux animaux. Ils continuent à m'appeler. Donc, même que nous, ce qu'on veut, c'est faire circuler de bonnes nouvelles. Malheureusement, il y a aussi de mauvaises nouvelles. Quand on parle de relations avec la presse, c'est important de se rappeler qu'il faut être prêt à tout ça. Il faut être prêt à répondre aux questions les plus délicates. Hein. Parce que c'est donnant-donnant. L'autre chose dont il faut se rappeler, c'est que les échéanciers et les calendriers, c'est déterminant là, pour les journalistes. Moi, je me rappelle, quand j'étais journaliste moi-même, il y a des années, il fallait que je sois en onde à une heure fixe, à 8 heures du matin, que j'ai une nouvelle ou non, j'avais un bloc de temps à remplir. Donc, il fallait que je respecte l'échéance. Sinon, ça aurait été silencieux et il y aurait des conséquences assez catastrophiques. C'est la même chose pour les bulletins de nouvelles en soirée et pour les articles de journaux. Quand un journaliste vous appelle, donc, surtout à l'automne et à l'hiver, nous, quand on essaye si on est très occupé, on essaie de rentrer la récolte ou quoi que ce soit, mais le journaliste peut très bien avoir son heure de tomber au moment où vous êtes le plus occupé. Peut-être que ça sera la semaine d'après, mais si vous ne retournez pas l'appel, vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas jamais. Et donc, si vous voulez avoir une relation durable avec les journalistes, il faut respecter leurs contraintes et vraiment, il faut les rappeler dans les heures qui suivent, au moins pour savoir quelle information ils recherchent, quelles questions ils veulent poser, quel sujet ils veulent aborder. Moi, une chose que j'aime faire, c'est qu'une fois que je connais le sujet, eh bien, je les remercie et ensuite j'essaie de voir si on peut se rappeler dans une heure ou deux. Et moi, ça me donne le temps de réfléchir un peu, de me préparer, hein, de voir quel genre de questions pourraient être posées pour ne pas être pris de court quand on commence à me poser des questions. Donc, prendre le temps de réfléchir, c'est important, même si c'est juste une heure ou deux, pour pouvoir vous préparer mentalement. Et préparer aussi vos messages, vos offices de commercialisation, vos associations sectorielles peuvent vous aider beaucoup. Moi, je suis les bulletins et les débats dans les associations et les offices pour être sûr que je suis au courant de l'actualité et que je suis prêt aux questions qu'on risque de me poser. Alors voilà quelques points à retenir quand on traite avec les journalistes. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'aimer traiter avec les journalistes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les journalistes et qu'on vous appelle, c'est correct. Hein? Mais à ce moment-là, l'idéal, c'est de trouver le journaliste à trouver quelqu'un d'autre qui peut lui répondre ou le référer à votre office de commercialisation. Parce que, évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Sinon, ne vous sentez pas obligé de répondre aux entrevues. D'ailleurs, en passant, une chose que je tiens à mentionner,
le mot-clé de la campagne sur laquelle je travaille, c'est Farm 365. Alors, si vous voulez gazouiller ou mettre un message Facebook ou Instagram, si vous travaillez avec les médias sociaux, utilisez euh, le mot-clé Advocate Webinar en un mot. Alors, c'est Advocate Webinar. Donc, traiter avec les journalistes, ça m'a tenu très occupé entre le 31 décembre et le 3 janvier. Et l'une des plus grandes questions, l'une des questions qu'on m'a posées le plus souvent au début de cette aventure, surtout à la fin décembre, on m'a demandé sur quoi va porter ta première photo. Je me suis dit que c'était un beau défi, mais je n'y avais pas vraiment réfléchi. Et maintenant que j'étais sous les feux des projecteurs, je me disais que cette première photo devait avoir un sens profond pour moi, pour le consommateur et tout ça. Et tout d'un coup, ça a rendu les choses un peu plus difficiles. Alors, l'une des suggestions que j'ai reçues à plusieurs reprises des journalistes et de mes collègues du secteur, c'est prenez la photo d'un veau nouveau-né. C'est bien beau, mais évidemment, moi j'ai un troupeau laitier en Ontario, c'est pas tous les jours qu'on a des veaux. Et je me suis dit, bon, il n'y avait pas grand chance d'avoir qu'un veau naisse ce jour-là. Et pourtant, j'ai été chanceux, ou je sais pas si c'est le destin, en tout cas, à 2 heures du matin, le 1er janvier. Alors, c'est Birdie et Cappy. Birdie, c'est la mère et Cappy, c'est le veau. Alors, j'ai vraiment pris cette photo ce jour-là. Je me suis dit que c'était vraiment une belle image pour commencer l'année, pour partir du bon pied. Et après, j'ai structuré les choses un peu plus. Je me suis dit, bon, quel sujet on aimerait aborder du point de vue de l'industrie laitière? Qu'est-ce qui serait intéressant? Donc, après que quelques jours, la pression a baissé et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de spécial tous les jours. C'est de montrer ce qu'on fait ce jour-là, sur quoi on se penche, qu'est-ce qui se passe autour. Parce qu'évidemment, dans une ferme, on est toujours occupé. Bon, que ce soit le changer la litière, nourrir les bêtes, on fait ça tous les jours. Donc, les sujets de photos ne manquent pas. Et une fois qu'on commence à ouvrir les yeux, là, les idées viennent assez vite. Et après la première photo, ça c'était le premier jour, deuxième jour, j'ai mis mon cadran, je me lève à 4h45 pour la photo numéro 2. Et ensuite, le 3 janvier est arrivé et tout d'un coup, j'ai vu une tendance qui commençait à se dessiner, surtout sur Twitter, d'une communauté militante. C'est les militants dont on a parlé à la première image. Quand les gens cherchent de l'information, où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur l'Internet, sur Google. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la première page, dans les 10 premières réponses? Et très souvent, ces réponses viennent des militants pour la protection des animaux qui donnent une image très faussée de ce qui se passe dans les exploitations agricoles. Et très vite, on a vu leur message habituel surgir. Donc, l'un des messages que j'ai vu plusieurs fois, j'aime euthanasier les gens qui font du mal aux animaux. Moi, une des choses que je trouve fascinante au sujet de cette communauté, c'est qu'ils sont très bons, très passionnés dans leurs sermons, mais pour avoir des dialogues, quand on conteste leur point de vue, eh bien, la compassion qui est leur marque de commerce disparaît très vite. Hein? Et ça m'a fasciné. En bas à droite, hein, cette
cabane à veau. Et faut faire très attention. Ça vient de chez un collègue agriculteur qui fait comme moi, qui affiche des photos. Et dans ce cas-ci, ils avaient mis une porte devant la cabane. Il faisait froid pour être sûr que les veaux ne sortent pas dans le froid, qu'ils soient protégés du vent et des éléments, qu'ils soient donc à l'aise dans la cabane. Et dans les médias sociaux, c'est très facile de faire une saisie d'écran et tout d'un coup, on perd le contrôle de l'image. Donc, quand on prend des photos dans votre exploitation, une des choses dont il faut se rappeler, malheureusement, c'est il faut se demander comment un militant pourrait retourner votre image contre vous, une image que vous trouvez bien innocente. Alors ici, cette personne, on dit des nouveau-nés arrachés à leur mère, emprisonnés dans ces boîtes pour les empêcher de développer leurs muscles avant qu'on les assassine à l'âge de 6 semaines. Mais c'est pas un très bon plan de succession pour nous aussi. On abattait nos bêtes à 6 semaines. Nous, on veut élever nos animaux. On veut que les génistes soient des vaches qui vivent très longtemps. Il y en a aussi des producteurs de veaux. Nous élevons des veaux. Ils vont jusqu'à 700 kilos, 700 livres. Ça prend plus que quelques semaines pour arriver à 700 livres. Donc, quand on parle de cette propagande anti-agricole, ils se préoccupent pas du tout beaucoup de la véracité de ce qu'ils affirment. Donc, c'est une leçon qui nous a été administrée très vite, que très souvent on ne peut pas avoir d'échange avec ces gens-là parce que toute leur compassion pour les animaux est absente quand ils traitent avec les humains. Ils passent très vite à l'attaque contre les agriculteurs. Où il y a l'autre en bas. C'est ça l'exemple qu'on donne, qui prend une photo qui est censée représenter l'industrie aux yeux des consommateurs, alors qu'absolument, à partir du message, tout était complètement faux. Donc, s'occuper des militants, là, je crois que comme industrie, on n'est pas été très à l'aise face à ça. On se fait attaquer. Souvent, on se sent mal à l'aise. Et souvent, c'est des attaques très personnelles contre vous, contre votre exploitation. Mais la réalité, c'est que comme producteur, la raison pour laquelle on veut faire du plaidoyer, c'est justement pour contrer les mensonges diffusés par les militants. Bon, quand on parle des tactiques des militants, de ce qu'ils font, et bon, pour ça, pour reprendre la maîtrise du discours, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, eux. Et d'abord, ils exagèrent la situation. Ce n'est pas nécessairement basé sur des faits, mais ils essayent de donner l'impression que leur cause est cruciale. Et c'est ça qu'on a vu au cours des premières semaines de diffusion sur Twitter. Eux, ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont rassemblé le plus d'alliés possible, et les uns après les autres, ils sont allés sur Twitter et ailleurs pour diffuser leur propagande. Donc, quand on découvre ça, on a l'impression qu'il n'y a que des militants qui vous écoutent, mais en fait, que c'est une poignée au Canada, une poignée aux États-Unis, certains en Australie, certains en Europe, qui interviennent chacun à leur tour pour être sûr que la conversation se poursuive 24 heures par jour. Pour moi et pour d'autres gens, on a regardé ça, on s'est dit, eh bien, il y a beaucoup plus de militants qu'on le pensait, mais quand on commence à les compter, surtout ceux qui s'attaquaient personnellement à moi, à mon exploitation, je les ai bloqués, et il n'a fallu bloquer qu'une douzaine ou une quinzaine de personnes,
Et tout d'un coup, la conversation est devenue constructive parce qu'on avait éliminé ces militants qui prenaient toute la place. Une autre tactique qu'ils utilisent, c'est d'inquiéter, de confronter et d'embêter les agriculteurs. Bon, je sais qu'il y a des gens enfin de s'engager dans le débat, mais enfin, chacun doit son opinion, mais souvent c'est carrément des trolls. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui attire de plus en plus d'attention. C'est des gens qui, enfin, je ne sais même pas s'ils croient à ce qu'ils disent, mais eux, ce qui les intéresse, c'est de mettre le monde en maudit. Alors, c'est vraiment des gens agressifs. Et donc, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, il faut déterminer que, faut savoir si la personne à qui vous parlez, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'autre objectif que de vous mettre mal à l'aise. Et ils sont pas du tout intéressés au dialogue, ils sont tout simplement intéressés à vous engueuler. Et à ce moment-là, il faut absolument s'en sortir. Et moi, je l'ai vite compris. Après un certain temps, la plupart de ces agitateurs m'ont laissé tranquille parce qu'ils ont vu que je ne tombais pas dans leur piège. Bon, ça c'est valable en ligne mais en public aussi. Mais l'une des choses que ces gens-là essaient de faire le plus souvent, c'est de faire appel aux émotions des consommateurs, et les émotions qu'ils utilisent le plus, c'est la peur et la culpabilité. Surtout quand on parle d'élevage, hein. La propagande est presque entièrement fondée sur la culpabilité, et du côté des céréales, tout ça, c'est la peur de la technologie. Ils espèrent qu'en utilisant ces deux émotions, ils vont convaincre les consommateurs de changer leurs habitudes. Mais malheureusement pour eux, malheureusement, ces émotions prennent beaucoup de place dans notre vie. Si tout d'un coup, j'entends une nouvelle comme quoi un siège pour enfants, un siège d'auto n'est pas sécuritaire, je vais l'ôter de la voiture. Donc, on agit quand on est motivé par la peur et la culpabilité. Et donc, on comprend pourquoi ces militants essayent de faire appel à ces émotions-là. Et donc, nous, comme industrie, il va falloir apprendre à faire appel aux émotions des consommateurs, nous aussi, pas aux émotions négatives, non, mais aux émotions positives. Qu'est-ce qui va rendre les gens à l'aise, confiants, et qui va les amener à nous faire confiance et à utiliser nos produits, qui va leur faire comprendre que nous, comme agriculteurs, on sait ce qu'on fait. L'autre chose, c'est que les militants essaient de faire très rapidement, c'est de polariser la situation. Alors que ce sont des questions très compliquées, et eux, ils donnent des visions simplistes. Quand on passe aux chaînes de production, eux, ils font ça, ils disent c'est bon ou c'est mauvais. Ce matin, j'ai reçu un autre message d'un de mes petits amis militants qui essayait de le faire. On parlait de culpabilité. Il disait, si vous aimez les animaux, il faut être végétalien. Si vous n'aimez pas les animaux, vous n'êtes pas végétalien. On ne parlait pas du tout des soins aux animaux, des conditions d'élevage, non. Le simple but, c'était de polariser complètement. Soit on aime les animaux, soit on haït les animaux. Hein, donc, soit on est végétalien ou non. Et c'est très courant, c'est très répandu comme tactique. Donc, si on arrive à sortir de cette polarisation, je crois qu'on aura beaucoup plus de succès dans nos dialogues. Comme je vous l'ai dit, très rapidement, les militants sont capables de rallier les troupes, ils se
mobilisent en ligne, ils mobilisent leur communauté pour avoir l'air très nombreux. Mais dans l'industrie, beaucoup d'agriculteurs, et d'ailleurs j'en vois plutôt beaucoup ici dans la liste de participants, euh, et c'est pour ça là qu'il faut dire ce qui se passe, parce que les militants pour la défense des droits des animaux essayent de fausser le message. Et les agriculteurs, nous, on va se tenir debout et on va au contraire dialoguer de plus en plus avec la population pour dire ce qui se passe chez nous. Ça, c'est très encourageant. Mais évidemment, il y a des agriculteurs qui sont se retirés des conversations à cause de l'agressivité. Bon, je peux pas les blâmer, hein, parce que parfois, il y a vraiment des menaces un peu capotées là, qui sortent dans ces commentaires, et on peut vite se sentir mal à l'aise, mais il faut se rendre compte que c'est des trolls, hein, carrément. Eux, ils veulent ce qui les amuse, c'est ce qui est négatif, et nous, il faut faire basculer le discours dans le positif. Et c'est pour ça aussi, je crois que tellement d'agriculteurs sont venus partager ce qui se passe de bien chez eux. Et donc, les premières semaines ont été difficiles, mais tout le reste de l'année a été extraordinaire. Donc, pour ce qui est de traiter avec les militants dans les médias sociaux, bon, les trolls, surtout quand ils commencent à vous menacer, eh bien, ignorez-les, réduisez-les au silence, bloquez-les. Les réseaux sociaux ont des mécanismes de plainte. Bon, Twitter n'est pas très bon pour régler le problème que posent les trolls, mais une fois qu'on les a bloqués, ben, il n'y a plus grand-chose qu'ils peuvent faire. Si vous souhaitez discuter avec eux, il faut être vraiment calme, il faut être très sérieux et factuel, parce que il n'y a pas de place pour le sarcasme et l'humour, hein, parce que l'une des choses qu'ils font parfois, c'est de vous amener à dire une chose qu'ils vont pouvoir retourner contre vous et contre l'industrie. Donc, il faut être très prudent, il faut rester très professionnel. Et quand on commence à voir une tendance dans les échanges et tout ça, c'est une bonne idée de le signaler à votre office de commercialisation, votre association de producteurs. La plupart d'entre eux essayent de suivre les débats sur l'Internet et on a tous un rôle à jouer pour tenir nos associations au courant. En public aussi, parce que des fois vous allez à une foire agricole locale, la foire royale vient de se terminer en Ontario, où il y a les consommateurs sont bien. Il faut être prêt à faire face aux militants parce que vous, bon, évidemment, vous préférez ne pas les voir, mais il faut savoir comment réagir. Et c'est encore la même règle, restez calme, restez sérieux et factuel. Et puis, il faut parler, bon, d'émotions et de contexte, mais il ne faut rien inventer, pas utiliser de oui-dire. Il faut parler uniquement de ce qui se passe chez vous, dans votre quartier. Si vous vous sentez menacé, parce que ces gens-là sont vraiment déterminés à changer d'idée immédiatement, et si vous ne changez pas d'idée, ils deviennent parfois très agressifs. Ils ne sont pas nécessairement très dangereux, mais si vous vous sentez mal à l'aise, n'hésitez pas, mettez fin à la conversation et continuez à faire vos affaires. Alors, si vous voyez ça qui est en train de se produire dans une foire ou quelque chose, c'est une bonne idée de le signaler aux autorités, à votre association de producteurs, pour que collectivement, on soit capable de suivre ce qui se passe. Maintenant, on a parlé des militants, mais bon, voici un exemple maintenant de ce que diffusaient d'autres producteurs. Des photos très simples de ce qui se passe tous les jours. Ici, c'est le conducteur du camion citerne qui prend un échantillon de lait, un veau nouveau-né au Montana. Puis le paysage aussi. Les gens sont intéressés par la beauté
des régions rurales, parce que, bon, quand ils vivent dans une tour, hein, et nous, il ne faut pas prendre pour acquis que ce qu'on voit tous les jours, c'est connu. Donc, c'est une bonne idée d'utiliser cette beauté dans le cadre de nos dialogues. Voici une autre belle photo. Moi, je trouve très belle cette photo. Et ça, quand on prend une pause, hein, 1 minute par jour pour apprécier ce que nous, on a la chance d'avoir comme condition de vie, 98% des Canadiens ne verront jamais ça. Il fait froid au Manitoba, mais ça permet aussi aux gens d'apprécier ce qu'on vit. Et c'est aussi l'occasion de parler des sujets délicats. Quand on parle des poulaillers, du nombre d'oiseaux qui sont dans certains poulaillers, les consommateurs ne sont découragés, mais quand on explique pourquoi les oiseaux sont dans des poulaillers, il y a un bon éclairage, de la litière, tout ça, très vite les consommateurs comprennent mieux ce qui se passe. S'ils entendent un militant dire qu'il y a des milliers d'oiseaux dans un poulailler et que, bon, il y a des explications fausses sur la raison de tout ça, le consommateur risque de se détourner de l'industrie, alors que nous, si on dit franchement, voici à quoi ça ressemble, voilà pourquoi on procède comme ça, la plupart des consommateurs vont comprendre qu'en janvier ou au mois de juillet, en pleine chaleur, les oiseaux n'ont pas vraiment envie d'être dehors. Et bon, en plus, nous, on a eu la chance d'avoir cette expérience de producteurs du monde entier, y compris Jenny, qui est aux États-Unis, qui a été extraordinaire depuis 1 an pour afficher des photos de ce qui se passe chez elle. Et ça, c'est un des trucs qu'il faut commencer à faire comme industrie, pas seulement en Ontario, pas seulement au Canada, mais à l'échelle du monde entier. Il faut participer à ce dialogue sur l'alimentation. Parce que si nous, on n'y participe pas, ce sont les militants anti-agriculture qui vont nous remplacer. Il faut, pour réagir, il va falloir que tous les producteurs du monde se tiennent la main. Ici, un petit message d'un producteur bio en Colombie-Britannique. Elle aussi, elle publie des photos souvent. L'un des messages qu'elle a retiré de l'expérience, et moi je trouve ça fascinant hein, du point de vue du consommateur, si vous lisez le message, elle dit, je voulais vous dire à quel point je suis reconnaissante du temps et de l'information que vous avez fournie, parce que enfin je peux me renseigner auprès de la source plutôt que d'organisations comme PETA. Moi, ça m'inquiète de voir à quel point ils veulent mettre fin au dialogue. Bon. Je crois que la plupart des gens, des militants comprennent que la plupart des consommateurs comprennent que c'est de la propagande. Mais si les consommateurs n'entendent rien d'autre que cette propagande, comment est-ce qu'ils pourraient savoir ce qui se passe vraiment? Donc, comme consommateur, il faut profiter des consommateurs qui disent donc c'est à eux de voir que c'est de la propagande, mais c'est à nous de diffuser l'information qui est exacte. Ici, un autre petit message qui m'a été envoyé directement. Ça fait trop longtemps que je mange de la viande et du bœuf avec un sentiment de honte et de culpabilité. La culpabilité, la honte, c'est des émotions très puissantes. Hein? C'est des émotions qu'on a tous ressenties. C'est des émotions épuisantes. Et donc, on change de comportement pour s'en débarrasser. Et nous, il faut absolument être présent pour dire votre sentiment de culpabilité n'est pas basé sur des faits, c'est basé sur des inventions. Voici ce qui se passe dans mon exploitation, dans d'autres exploitations de ma région. Et voilà le système de production d'aliments qu'on a en Amérique du Nord, qui est très sûr et le consommateur doit y faire confiance. Mais c'est à nous de communiquer cette information.
Il y a d'autres... bon, ce mot-clic Farm 365 a été utilisé. Bon, mon contenu ou le contenu fourni par les centaines d'autres agriculteurs qui utilisent ce mot-clic. Il y a beaucoup de salles de classe qui utilisent ces photos pour renseigner les élèves qui ne connaissent rien à l'agriculture, pour leur montrer ce qui se passe en temps réel dans les exploitations agricoles de la région ou d'ailleurs. Il y a des échanges Twitter, même des échanges Skype entre des élèves et des agriculteurs. C'est difficile pour nous comme producteurs d'aller en ville et de rencontrer les gens, mais pourquoi ne pas profiter de la technologie qu'il y a dans la classe et d'avoir des appels Skype? Si un agriculteur prenait une après-midi et parlait à 4 ou 5 classes pendant une demi-heure chacune, ça apporterait beaucoup. Brièvement, et n'hésitez pas à noter vos questions là. Il y a Brent qui va arriver dans quelques minutes pour les lire. Voici d'autres photos. Combien est-ce que produit une vache? Nous, on a des compteurs. C'est souvent une question qu'on nous pose. Combien de lait produit une vache? L'hiver, comment est-ce qu'on garde les veaux au chaud? Ben, on leur met des manteaux. Tout le monde n'est pas au courant. Quel est le rôle des engrais dans la production céréalière? Parce qu'on a des... Bon, évidemment, si on veut cultiver quelque chose, cette plante a besoin de nourriture, et c'est ça le rôle des engrais. Bon, quelles sont les techniques de culture, tout ça? Bon, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise dans les médias sociaux, mais peut-être que vous êtes allé parler à une classe où il y a un prof ou un enseignant qui a dit quelque chose donc que vous n'aimez pas. Bon, il faut commencer à se tenir debout et le dire et aller voir la personne et dire, bon, j'aimerais qu'on en discute parce que mon opinion est un peu différente mais ce que je connais ne correspond pas à ce que vous dites. Et bon, comment est-ce qu'on pourrait en parler là pour que dans l'avenir leur déclaration soit basée sur des faits? Vous pouvez aussi travailler comme bénévole à un kiosque, à une foire agricole. C'est une occasion aussi de rencontrer les gens, de passer votre message, de participer à certaines des grandes expositions agricoles comme la Royal Winter Fair à Toronto. Et les consommateurs viennent et vont vous poser des questions. Est-ce que nous, collectivement, est-ce qu'on prépare bien les jeunes pour qu'ils puissent répondre à la population? Il faut vraiment commencer à profiter des gens qui sont là dans les kiosques et se pencher sur les questions qui intéressent les consommateurs. En voici quelques-unes, quelques-uns des sujets au sujet desquels on m'a posé des questions. Que ce soit des faits ou de la fiction, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que les consommateurs s'y intéressent et que nous, comme industrie, comme agriculteurs, nous devons savoir ce qu'il en est, comment on va pouvoir répondre aux gens, quels sont les pour et les contre des différentes pratiques agricoles. Il faut être prêt à répondre aux questions les plus difficiles. Alors voilà qui conclut mon petit exposé. Je vois qu'il y a des questions. Je vais prendre à peu près 10 minutes, alors n'hésitez pas. Posez vos questions dans la boîte à questions. Alors ici, question de Cheryl. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer l'expérience? Eh bien, la question est bonne. Et puis, ça dépend en fait des outils. Moi, j'ai beaucoup aimé Twitter comme outil de média social depuis le début. Et je me suis rendu compte assez vite que tout le monde n'était pas sur Twitter. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à afficher des photos sur Instagram. Je vais commencer à transférer les photos sur Facebook. Mais si je voulais recommencer, j'utiliserais un média social qui est un peu plus populaire. L'autre chose que je changerais, c'est quand même difficile de faire ça tous les jours,
les images sont très éloquentes, hein, mais moi, j'ai découvert que le texte et les commentaires qui expliquent ce qu'il y a dans l'image, ça, c'est souvent encore plus important que la photo. Surtout au début, dès le départ, je me concentrerai autant sur ce que j'écris que sur l'image que je prends. Autre question, comment êtes-vous resté calme et à gérer ces échanges tout en faisant votre travail? Mais franchement, je ne suis pas toujours resté calme, surtout au début. C'était très important que dans les médias sociaux, je reste calme. Parce qu'il y avait des consommateurs qui étaient très intéressés, des classes, il y avait des élèves qui suivaient ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, quand on sait qu'il y a, bon, je ne sais pas, une classe qui suit tous les jours ce que vous faites. Heureusement, moi, je suis très reconnaissant de l'équipe qu'on a à la maison, mes parents, ma femme, mes enfants. Ils se sont occupés des corvées quotidiennes au cours des premières semaines, quand il fallait que je réponde à ces questions-là. Donc, ça fait partie. On n'est pas nécessairement obligé de rester calme, mais il faut être sûr que le message qu'on communique soit calme. Il faut y faire très attention, en fait. Excusez-moi, Andrew, dit Brent. Comment savoir quand on est en train de se faire hameçonner? C'est une chose de rester calme, et c'est une autre chose de voir que quelqu'un est en train de nous tendre un piège. Et bon, à savoir donc faire la différence entre une conversation sincère ou vraiment quelque chose qui est fait pour nous piéger. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner un message constructif, ont peur de se faire piéger. Eh bien, bon, il y a une question un peu bizarre qu'on vous peur. Moi, je vais voir le profil. Qu'est-ce qu'ils ont tweeté auparavant? S'ils ont toujours tweeté de la propagande végétalienne, eh bien, j'imagine que c'est facile de voir qu'ils vont probablement vous piéger parce que tous les échanges précédents étaient de ce genre-là. Donc ça, c'est la première étape. Mais en même temps, certaines des questions qui ont l'air d'être des pièges sont parfois sincères. Donc on s'engage. Moi, ça m'est arrivé quelques fois où on s'engage dans un dialogue et bon, on a quelques échanges et des fois, ça devient très constructif et d'autres fois, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas d'accord. Bon, ils sont intéressés, mais pas nécessairement convaincus par vos arguments. Et d'autres fois, ça devient très vite désagréable. Et moi, je dis, bon, désolé, il faut que j'aille traire mes vaches, il faut que j'aille cultiver. Merci de vos commentaires. Je vois qu'on ne sera pas d'accord, mais bonne journée quand même. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Parce que la réalité, c'est que, bon, on est très occupé dans une exploitation agricole. On ne peut pas passer notre temps devant les médias sociaux. On répond quand on a du temps. Quand on n'a pas de temps, ben, on peut s'en servir comme excuse pour s'absenter. Andrew, il y a une question intéressante, dit Brent, au sujet de ce qu'on entend de nos enfants et que nous n'entendons peut-être pas. Et que ce soit délibéré ou non, bon, enfin, comment savoir quel message circule dans les autres canaux, pas seulement dans Twitter et les médias sociaux? Réponse, eh bien, je crois que quand vous faites vos devoirs avec vos élèves, quand vous leur demandez ce qui s'est passé à l'école, et que vous entendez quelque chose qui a l'air un peu bizarre, je crois que c'est l'occasion de commencer à interroger vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont entendu, et ensuite, allez voir l'enseignant. Peut-être que votre enfant se sent à l'aise à parler
aux profs, ça dépend s'ils se sentent à l'aise ou non. Peut-être que c'est à vous, comme parents, d'aller le faire. Appelez le prof, dites-lui, bon, j'ai entendu dire que, bon, je savais que vous avez parlé de ce sujet-là. Moi, en tant que parent intéressé, j'aimerais avoir plus d'informations. Donc, vous pouvez aller voir. Il ne faut pas commencer à engueuler le prof, hein. Non. Faut, parce que si vous commencez comme ça, ils vont se fermer tout de suite et penser que vous êtes un imbécile. Même si c'est ce qui vous tente vraiment. Donc, si vous partez du point de vue que vous voulez un dialogue, vous voulez un échange, eh bien, parce que si relaye la propagande, moi, j'ai entendu parler d'un prof qui, tous les midis, elle demandait aux enfants ce qu'ils avaient dans leur boîte à lunch et s'il y avait de la viande, elle leur enlevait de la viande parce qu'elle disait que ce n'était pas bon pour eux. Et là, évidemment, la prof a des convictions profondes et c'est le temps d'appeler la direction d'école pour lui demander d'arrêter parce que c'est pas à elle d'avoir ce genre de... Enfin, en fait, c'est un comportement tout à fait inacceptable. Bon, dit Brent, il y a d'autres questions intéressantes. Vous avez le point de vue de l'agriculteur, mais il y a d'autres membres de l'industrie dans la filière qui veulent appuyer non seulement les agriculteurs, mais toute l'industrie agroalimentaire. Quel est le rôle des gens qui ne sont pas des producteurs primaires? Et comment leur message peut-il compléter celui des agriculteurs? Même bon, les gens qui travaillent pour les grandes compagnies, comment combiner, assortir ces messages de façon constructive? Oui, tu as raison, Brent, ils se font casser du sucre sur le dos très souvent. Moi, je connais beaucoup de gens, bon, qui sont quand même heureux de réagir. Le défi de l'industrie, c'est les préjugés chez les consommateurs face aux grandes entreprises, les grandes compagnies de semences et les producteurs de produits chimiques. Donc, c'est un défi, alors que les consommateurs ont davantage confiance aux agriculteurs, parce que quand on dit agriculteur, tout d'un coup, les gens pensent, bon, ça évoque une image très positive. Donc, comme industrie, on a un rôle énorme à jouer. Bon, entamer le dialogue quand on peut le faire, bon, si vous travaillez pour une grande compagnie d'engrais ou de pesticides, vous dire que de toute façon, vous êtes un parent, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous voulez aussi que le monde soit bon pour eux, et voici pourquoi les produits que je vends sont bons pour la société. Et à ce moment-là, le consommateur se rend compte que ce n'est pas une société anonyme, mais que ce sont des gens qui croient dans leur travail. Et l'autre chose, du point de vue de l'industrie, c'est de vous demander comment l'industrie peut soutenir les producteurs ou soutenir les groupes de vulgarisation agricole, parce que ce sont ces gens-là qui ont de la crédibilité. Et comme producteur, je connais très bien la production laitière, la production céréalière, mais des fois, on me pose des questions sur les œufs, le bœuf, les hormones, et pour ça, j'ai besoin de l'appui des gens qui sont au courant de ce qui se passe dans ces domaines-là. Bon, dit Brent, je crois qu'on a parlé de ton expérience concernant les discussions dans les médias sociaux, mais dans quelle mesure est-ce que nous, on peut entamer le dialogue plutôt que de tout simplement réagir, mais au-delà des blogs et des médias sociaux, où est-ce qu'on pourrait faire entendre encore plus notre voix? Eh bien, je crois que l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime faire. Moi, une des clés de mon succès avec les photos, c'est parce que j'aime prendre les photos tous les jours chez moi.
Si je voulais faire autre chose, si je voulais aller à une école tous les jours en 2015, j'échouerais très rapidement parce que j'ai pas le temps, c'est trop loin, enfin, il y a toutes sortes de raisons. Tant qu'il s'agit, bon, la clé du succès, c'est de faire ce qui nous passionne. Nous, on est agriculteurs parce qu'on est passionné par l'agriculture. Alors, pourquoi ne pas en parler dans les médias sociaux, dans les lettres aux journaux, des entrevues avec des journalistes, dans les écoles? Quand on est passionné, on est meilleur. C'est ça la réponse, en fait. Bon, Andrew dit Brent, je crois que l'heure se termine. Je me demandais si tu avais des commentaires en conclusion à la lumière de tes années d'expérience et aussi de nous parler de ce que tu vas faire l'an prochain. Est-ce que vous avez une nouvelle stratégie pour 2016? Est-ce que vous allez continuer? Tu as des compétences assez uniques, exceptionnelles et vous êtes passionné par votre travail. Alors, où est-ce que tout ça va nous mener? Ben, la question est très intéressante, mais j'ai pas encore vraiment trouvé de réponse. Ça fait partie des... Et les gens commencent à me poser la question, en fait. Quand j'ai décidé de prendre une photo tous les jours en 2015, c'était le 28 décembre. Hein. Donc, c'est pas comme si j'avais planifié tout ça. Bon, j'y avais pensé un peu, là, mais j'avais pas vraiment planifié. J'aimerais un peu mieux planifier l'année prochaine, mais j'aime encore prendre les photos. Je vais continuer à en prendre. Est-ce que ça va être tous les jours en 2016? Peut-être, hein, mais probablement pas tous les jours, mais enfin, la plupart des jours. Mais chose certaine, je veux regarder d'autres domaines dans les médias sociaux pour voir comment on pourrait être plus efficace collectivement. Une des choses que j'aimerais voir, et j'aimerais en fait y contribuer, c'est de voir comment on peut s'engager davantage avec toutes sortes d'associations, de compagnies. Comment tous ensemble, on peut mieux faire entendre notre voix. Parce que je crois que tous les membres de l'industrie ont leur rôle à jouer avec... il y a une journée, on peut utiliser l'agriculture plus que jamais, il y a d'autres ressources parce qu'il faut tous être au même point et reprendre le contrôle du message qui nous concerne, parce que c'est notre vie, hein, puis on a un message positif à partager, alors il faut le faire. Eh bien, dit Brent, merci beaucoup. Andrew, je regarde les notes que j'ai prises pendant l'exposé, j'ai beaucoup aimé. Et j'apprécie beaucoup ton point de vue concernant l'idée qu'il y a beaucoup de consommateurs qui s'intéressent sincèrement à l'agriculture et qu'il y a un vide à combler et qu'il y a en fait pas tant d'opposants que ça. Et il faut gérer ces deux réalités en comprenant qu'une minorité ne devrait pas l'emporter sur la majorité des consommateurs. Et l'intérêt des consommateurs ne correspond pas nécessairement à ce qui intéresse les groupes de protection des animaux. C'est peut-être plus de savoir, bon, ben, à quoi ça ressemble un veau, à quel âge il commence à marcher. Parce qu'il y a des... Bon, c'est spécial ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, en fait. Il ne faut pas tenir pour acquis que les gens ne s'intéressent pas à notre vie quotidienne. En fait, c'est peut-être justement notre vie quotidienne qui intéresse le plus les consommateurs. Ton commentaire aussi au sujet de la presse pour établir une relation durable avec les journalistes pour devenir une personne ressource. Le fait aussi que tu as dit que parfois il faut être prêt à aborder des questions délicates. Oui, tu as raison. Si la question est trop compliquée pour nous, la seule obligation c'est de renvoyer le journaliste à quelqu'un qui est au courant. Il n'y a pas de raison de croire que on est la science infuse. Là. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais par contre, on peut toujours les référer à quelqu'un d'autre. Il y a aussi d'excellentes idées, d'excellentes suggestions pour bien gérer les trolls et les empêcher de nous gâcher la vie. Nous apprécions tous la vision
et l'initiative que tu as lancée. Je crois que tout le monde a une leçon à en tirer. Peut-être c'est inspirant à avoir le courage de devenir des porte-paroles pour défendre ce qui est notre vie finalement. Alors merci pour ton temps et ton énergie. Merci à tous les participants aussi qui étaient avec nous aujourd'hui. Et en leur nom, je te remercie, Andrew.